fait le choix de vouloir être consultant freelance, il faut avoir conscience, il y aura des périodes grosses où on n'a pas de mission. Bienvenue déjà Merci beaucoup, Marion. pour cet Enchanté. échange. Enchantée. Peut-être commencer par parler de toi d'abord. D'accord, donc je me présente. Je suis un consultant directeur en freelance depuis quelques années. J'ai 25 ans ou 26 ans d'expérience dans le conseil et dans les services financiers, où les 15 dernières années, je menais à bien diverses transformations stratégiques pour des grandes maisons comme AXA, Generali, BNP Paribas, et j'ai aussi travaillé avec le cabinet de conseil en stratégie Bain. Généralement, je suis appelé quand une société a un enjeu de transformation. Je commence vraiment sur une phrase, voilà le problème, voilà l'enjeu qu'on a. Je regarde l'état actuel de la société, comment l'enjeu s'intègre dans la stratégie, je fais une analyse, je fais des recommandations, je valide la solution retenue et derrière je engage les équipes pour implémenter et pour avoir des résultats. Généralement, mes clients apprécient ma capacité à construire des ponts entre des équipes et aussi entre des cultures. Je suis d'origine allemande, mais ça fait 26 ans que j'habite à Paris, mais c'est construire des ponts entre l'Allemagne et la France ou avec les pays anglo-saxons. C'est l'un des points forts de mon expertise, c'est ce que j'aime bien faire. Et j'ai aussi une expérience très très transversale. Je commençais comme trader dérivé actions, je travaillais sur les risques opérationnels, dans le marketing, donc je couvre vraiment toute la chaîne de valeur de la vente juste aux fonctions de contrôle. Et cette expérience très transversale me permet de rapidement justement prendre en charge des nouvelles missions, faire des recommandations percutantes et les implémenter. Ok. Et quand je parle des transformations stratégiques, ça peut être des projets très différents. Ça peut être d'élaborer un modèle opérationnel pour rendre la société plus efficace ou pour mettre une croissance avec des économies d'échelle. C'était souvent dans les contextes de fusion-acquisition, à la fois la partie due diligence et après l'acquisition. Et j'ai également travaillé sur les carve-out. Souvent, c'est des projets de croissance ou de réduction de coûts, des transformations au sein de l'IT. IT, disons un peu plus traditionnel, des transformations digitales, des transformations data, à la fois la partie stratégie, data operations, les plateformes. Et enfin, j'ai aussi bossé sur des projets d'innovation qu'aujourd'hui, avec tous les changements de l'intelligence artificielle et de nouvelles technologies, sont d'actualité. Ok, d'accord. Donc, l'IA par rapport à votre métier, comment vous l'intégrez est-ce que vous l'intégrez déjà dans... Moi, je l'intègre moi-même, et je trouve que pour moi, plus que 3/4 de ma valeur ajoutée est dans les changements. Donc ça, l'intelligence artificielle ne va jamais remplacer. Et je pense que je passe plus que la moitié de mon temps aujourd'hui dans les échanges humains, dans les entretiens, à la fois en tête-à-tête et dans les groupes. Donc aujourd'hui, moi-même, ça m'aide, c'est en faisant des comptes rendus. Aujourd'hui, j'enregistre toutes les conversations que je fais. J'ai rapidement un compte rendu avec un plan d'action. Donc pour ça, le Copilot est top. Également pour fluidifier ou faciliter les échanges par email, Copilot c'est top. Mais donc aujourd'hui, ça me rend d'un côté moi mon travail plus facile, plus efficace, mais je pense que ça ne va jamais remplacer les consultants. Ça va nous mettre un peu plus sur le contenu, moins sur l'élaboration de la forme ou les grilles de compte rendu, mais de mon point de vue, c'est un changement très positif. Après, le deuxième changement, et évidemment, c'est on a beaucoup de demandes de travailler sur des projets d'implémentation de l'IA ou d'autres technologies plus modernes.
Ou on nous appelle aussi souvent on a 10 pilotes d'IA à des endroits différents dans la société. Tout le monde nous dit que ça marche bien, mais si on regarde un peu plus près, aucun de ces pilotes est capable à être déployé à l'échelle. Ah ouais. Et deuxièmement, si on regarde la législation en vigueur et ce qu'on a fait dans les pilotes, parfois c'est un peu limite. Donc il y a souvent une bonne volonté dans les sociétés de faire des pilotes à droite à gauche, mais chez Tafian pour leur aider à s'assurer que tout ce qu'ils ont fait, c'était bien dans le Ouais. bon cadre, et derrière pour leur aider à l'industrialiser. Ok. Et pour moi, typiquement, comme pour moi-même, copilote, ça m'aide à être plus efficace. Donc, sur une journée, j'économise 1 heure de compte rendu. Ça me permet de faire 1 heure de démarche commerciale pour avoir ma prochaine mission. Donc, il y a un aspect positif pour moi. Et d'ailleurs, pour trouver du coup vos missions, j'enchaîne avec ça, mais comment vous vous débrouillez? C'est plutôt du bouche à oreille? C'est par réseau, c'est par bouche-oreille. Ok. Il y a aussi des sites qui proposent de vous mettre en contact. Mais là, j'ai eu de la chance, depuis que je suis consultant freelance, c'est toujours passé par mon réseau personnel. Ok. Donc ça va, vous n'êtes pas souvent en période de creux, je veux dire, sans mission. Vous arrivez bien à enchaîner. J'arrive à enchaîner, mais j'ai eu aussi une période creuse de quelques mois et, Ok. comment dire, c'est c'est pas évident. Donc je pense si on fait le choix de vouloir être consultant freelance, il faut avoir conscience, il y aura des périodes creuses où on n'a pas d'émission. Et c'est pas toujours, il faut savoir le gérer. Il y a des gens pour qui c'est trop stressant, donc le métier de freelance, c'est pas pour moi. Ouais, c'est clair. Il y a pas cette sécurité dans le sens où, il y a pas on sait que le matin, on peut se réveiller et il se passe rien, quoi. Donc Oui, c'est sûr que sur vos missions, vous avez souvent un préavis d'1 mois, donc vous pouvez toujours, votre mission c'est peut ouais. se terminer. Et à titre d'exemple, moi je mène une mission où euh, sur un département IT, OK. euh, mon, l'objectif de ma mission était sur les 100 personnes, il y avait 50% des externes. Donc mon rôle était de remplacer les externes par du nearshoring et par des recrutements. OK. Je fais une proposition. La société a décidé de terminer tous les externes. Et là, le président du conseil d'administration, il a dit: je suis vraiment désolé, on n'a pas de poste pour toi et tu es aussi externe, je ne peux pas faire l'exception avec toi. Donc notre contrat s'est terminé dans 1 mois. OK. Et donc là, bon, j'ai activé mon réseau et je vais trouver une autre mission. OK. Mais il faut avoir cette flexibilité d'esprit. Ouais. Oui, il faut être patient peut-être et toujours parler peut-être, autour de soi. Je pense que c'est Toujours parler autour de soi, dire sur LinkedIn quand il est disponible et en permanence entretenir son réseau, aller à des salons, se présenter. Et comment dire, le résultat de votre investissement, vous ne le voyez pas toujours tout de suite. Mais moi, typiquement, j'avais postulé sur une mission il y a 3 ans. Je ne l'ai pas eu. Mais la personne qui a eu la mission, après 2 ans de mission, est tombée malade et on m'a appelé d'un jour à l'autre pour dire: à l'époque, vous étiez deuxième, votre confrère est tombé malade, est-ce que vous pouvez commencer la semaine prochaine? Et je commençais 2 semaines plus tard. ouais, Donc c'était un comme quoi, investissement vraiment à à long long terme. terme. OK. Parce que, bah, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, «Il faut négliger personne avec qui on travaille, parce qu'en fait, on sait jamais derrière, l'opportunité qu'on pourra avoir aussi avec, cette personne». Oui, il faut négliger personne, votre coiffeur, C'est ça. On sait jamais en fait. vous voyagez dans le train, votre voisin. C'est Si vous- ça. Moi, je travaille dans les services financiers, je vais régulièrement là en Belgique et avant, j'allais régulièrement au Luxembourg. Luxembourg, c'est quand même dans mon domaine un centre financier très important. Quand je voyage, je regarde toujours les gens à côté de moi, on travaille tous, donc par rapport à leur ordinateur, vous voyez dans quelle société ils bossent. Et souvent, j'essaye d'enchaîner la conversation. Normalement, ça se termine par on échange nos coordonnées. Ça OK. peut toujours donner des pistes. Oui. C'est même dans le train, hein. Même dans le point. C'est vrai. OK, super. Bon alors, qu'est-ce qui te passionne en fait dans tout ça, dans
Alors déjà, le fait d'être freelance, J'étais très longtemps salarié dans les grands groupes, mais le métier de freelance, ça me permet d'avoir plus de flexibilité, plus de liberté, aussi de choisir mes missions. Quand j'étais directeur de programme dans un grand groupe, on m'a dit ton prochain projet, c'est ça. Genre, là, maintenant, je peux choisir mes projets. Et après, je suis quelqu'un de très, très curieux. Et pour moi, chaque nouvelle mission, c'est un nouveau défi, c'est rencontrer des nouvelles personnes, réfléchir à comment analyser un nouveau enjeu, découvrir une nouvelle société, une nouvelle culture d'entreprise. Et moi, je trouve ça extrêmement enrichissant. Donc, c'est cette diversité, à la fois par rapport aux sujets sur lesquels je travaille, la diversité des gens que je rencontre. C'est enrichissant, c'est ce que j'aime beaucoup. Et ça me permet aussi de sortir un peu du secteur financier et de découvrir d'autres secteurs. ok. Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal aussi. C'est vrai qu'on parle finance, etc. Mais si là, on devait l'expliquer à une personne qui ne connaît pas du tout ce secteur-là, comment toi, tu pourrais l'expliquer de manière simple? Euh, Je suis un facilitateur de changement. et ça veut dire quoi, facilitateur de changement? C'est une société ou une entreprise a besoin de changer quelque chose. Typiquement, soit ils veulent lancer un nouveau produit ou ils veulent développer un nouveau marché. Ou il y a une société qui achète une autre. Donc là, ou il y a une société qui, comment dire, n'arrive pas à générer des profits. Donc il y a toujours des enjeux de... on a ce constat qu'il faut se réinventer d'une manière ou d'une autre. Et je facilite la réflexion sur comment est-ce qu'on doit se réinventer. Quel est le plan d'action qu'on doit mettre en place? Ça peut être un plan d'action très court sur 3 semaines ou 3 mois, ou ça peut être aussi des grandes transformations qui durent plusieurs années, où je définis la stratégie avec des recommandations actionnables et souvent je lance aussi le projet. Mais ma valeur ajoutée est beaucoup dans l'analyse et dans la mise en œuvre des programmes. Une fois que le programme avance proprement, on me propose de sortir. Ok. Oui, bah, c'était ça aussi, je me posais comme question, c'était à quel moment ça s'arrête, du coup, la mission? C'est quoi? C'est sur, en fait, à partir du moment où l'objectif est atteint ou c'est parce que... Ça dépend. Comment dire, je pense historiquement, un rôle de consultant, c'était souvent le livrable, c'était une note de synthèse avec des recommandations. Je pense que ça, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Je pense aujourd'hui, d'un côté, on demande des résultats concrets, à la fois opérationnels, aussi un engagement des équipes par rapport aux recommandations, et on n'est plus dans une logique des recommandations théoriques. Et ça dépend de la mission. Soit, certes, il y a encore aujourd'hui des missions où on s'arrête avec les recommandations. Après, souvent, on implémente au moins la première partie, et après, ça dépend. Parfois, je implémente l'intégralité de ce que j'ai proposé. Et après, ça devient du business as usual, et je sors, ou parfois, je lance le programme. Quelqu'un d'autre, un gérant de projet de la société, reprend le lait, et je sors à ce moment-là. Ok. Pour moi, ce qui est le plus enrichissant à la fin d'une mission, d'avoir l'un de mes clients dire: ah, quand tu as commencé il y a 3 mois, je n'étais pas du tout d'accord avec l'objectif, l'approche que tu as proposée, ça m'a beaucoup surpris. Mais voilà, grâce au travail qu'on a fait ensemble les 3 derniers mois, j'ai compris l'enjeu et je suis convaincu de ce qu'on a fait. Je trouve ça extrêmement enrichissant. Après aussi, si vous regardez sur le compte de résultats, que les profits remontent, ça c'est aussi très Ouais. gratifiant. Mais pour moi, c'est surtout le retour humain. Ouais. Et après, oui, si vous avez... Comme je suis un facilitateur de changement, je mène à bien des grandes transformations. J'ai investi beaucoup de moi-même Mm. dans les projets.
Ok. Donc ça veut dire que j'investis aussi beaucoup dans les gens. Parce que souvent, ils ont l'impact sur eux de la transformation assez important. Donc on crée des liens forts qui peuvent parfois être des liens, comment dire, forts dans le sens où il y avait des moments difficiles, mais aussi des moments joyeux. Donc on a eu une relation humaine aussi émotionnelle intense. Donc il y a toujours aussi clairement un moment de tristesse Eh oui. de quitter les gens. Mais de nouveau, pour revenir à une autre de tes questions, ça fait 20 ou 30 personnes qui sont contentes de notre collaboration. Ça fait aussi 30 personnes de plus dans mon réseau qui peuvent parler de moi à leurs voisins, à leurs copains, et comme ça, le réseau s'agrandit aussi. Ok. Et du coup, le... c'est quoi les retours par curiosité qu'on fait sur toi? Euh, que je livre toujours les résultats. D'accord. He always delivers. Ok. Bon, bah, c'est le plus Que je important. suis un grand bosseur, Ok. Passionné aussi, j'ai l'impression. Non? passionné. Je rapidement identifie les bonnes pistes d'amélioration. J'adore ce que je fais et moi, ça me dérange pas de beaucoup travailler parce que j'adore ce que je fais. Donc c'est, oui, passionné. Euh, C'est bien parce que c'est pas évident de trouver quelque chose qui stimule tous les non, jours. non. Et ça, justement, je trouve que c'est l'une des avantages du freelance. Là, j'avoue, j'ai jamais dû faire cela, mais je choisis la mission et j'ai aussi la liberté, après 6 mois d'émission, euh, typiquement, moi, si j'ai des idées et je propose d'aller dans un sens pour adresser le problème et mon client veut aller dans une autre direction, j'ai la possibilité de dire ça me convient pas, c'est pas en ligne avec mes valeurs, peut-être il vaut mieux que vous trouviez quelqu'un d'autre pour mener à bien ce projet. Je reste encore un mois ou deux pour faire le transfert et après quelqu'un d'autre reprend le relais. Donc j'ai aussi pour moi, jusqu'à maintenant, possibilité théorique de dire, là, on est plus aligné par rapport à ce que la coopération qu'on souhaite avoir et je change. Ok, ouais, c'est vous quand même qui choisissez avec qui justement Oui, oui, vous oui, travaillez et si ça vous convient pas, vous avez le droit de dire non en fait. oui, Donc ça, oui, oui, c'est vrai que c'est le côté assez sympa du freelancing. oui, oui. Quel a été pour toi le projet le plus marquant? Le projet le plus marquant que j'ai eu, c'était une acquisition d'une société par une autre société, où j'ai vraiment mené à bien le projet de A à Z, dans le sens que je fais la due diligence de la cible, je contribuais aux négociations, et après, j'ai intégré la société au sein de la société de l'acheteur, où j'étais aussi nommé au conseil d'administration pour m'assurer que tout allait comme on le souhaitait. Je représentais l'acheteur. Et ça couvrait vraiment tous les aspects de la société, quelle est la stratégie qu'on souhaitait mettre en place de manière commune, quels produits on allait maintenir, quels produits on allait arrêter, quels d'autres nouveaux produits on allait lancer, jusqu'au l'intégration dans le système comptable de l'acquéreur avec tous les aspects ressources humaines, comment dire, partager la valeur de la société achetrice avec les collaborateurs de la société qu'on a acheté. Et c'était très divers, très complexe, avec un rythme très soutenu, mais c'était de nouveau très enrichissant de voir les résultats, de voir comme les deux sociétés commençaient à bien travailler ensemble. Et comment dire, l'acquisition a été un très grand succès grâce aux synergies des synergies de coûts qu'on a pu réaliser les 12 premiers mois. Et c'était génial. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'était aussi une acquisition italien-anglais. Donc c'était une société italienne, Generali, qui a acheté une société en Angleterre. Ok. C'était top. Ça a duré combien de temps? 12 mois? Oui.
Ok. Quel rôle jouent les échanges avec les équipes dans vos missions? Je pense que les échanges avec les équipes, il y a 3 moments clés où je dois échanger avec des équipes et des personnes. Donc pour moi, il y a la première période où je fais mon état de lieu et je teste mes propositions. Là, je découvre la société et pour être honnête, souvent les solutions, les gens ont déjà des idées. Parfois, c'est juste qu'on ne leur a pas écouté. Donc, c'est à la fois découvrir la société, découvrir l'enjeu, voir s'il y a déjà des solutions qui étaient évoquées, mais qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas trouvé leur chemin. Donc là, c'est très enrichissant et c'est aussi comprendre où sont les enjeux politiques, les freins dans la société, à la fois collectifs et individuels. Après, il y a la deuxième phase où normalement, une ou deux recommandations ou propositions où il faut d'abord convaincre mon client en tant que la personne pour qui je travaille. Après, les autres parties prenantes, s'assurer que les investissements nécessaires sont faisables et vraiment avoir validé ma proposition avec la stratégie et le plan d'action. Et après, il y a la troisième étape, l'implémentation, où là, il faut engager toute la société, en fait. Tous les gens qui sont impactés par rapport au changement doivent en être informés, doivent être engagés. Et il y a toute la partie conduite de changement de A à Z. Et là, de mon point de vue, le succès d'un projet ou d'une transformation, on ne peut pas surinvestir dans ce volet conduite de changement, investissement dans les gens. Les Anglais disent toujours culture eats change for breakfast. C'est une grande partie du succès d'un projet et le contenu de changement et cette implémentation. Pour cela, c'est important dès le début de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et qu'est-ce que mes clients, c'est souvent la direction, qu'est-ce que la direction est prête à faire. Ah oui. Et il y a des choses où parfois on sent peut-être ça sera faisable, mais ça nécessitera quand même comment dire, une certaine pression de la direction et la direction a peut-être d'autres priorités ou elle veut mettre le focus dessus et comme ça on choisit une autre option. Donc ça, de cette compréhension des enjeux de la société. Est-ce que mon projet est la top priorité ou est-ce que c'est une priorité parmi d'autres? Ça fait partie de mon analyse. Ok. Du coup, pour toi, selon toi, c'est quoi les compétences et les qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier? Il doit avoir comme qualité une très bonne relationnelle, l'empathie, être un très bon communicant, être autonome. Justement, on n'a pas de patron. Je me réseau d'anciens collègues à qui je peux demander conseil, mais typiquement dans une relation professionnelle plus normale, quand vous avez un problème, vous allez voir votre responsable. Moi, c'est moi le cas. Donc, il y a cette autonomie, une certaine confiance en soi, une stabilité, je pense, c'est important. Pour se lancer. Justement, comment faire comment toi tu fais pour bien te vendre parce que c'est quand même pas facile. Déjà, parler de soi, c'est pas facile. Mais comment tu fais, toi, pour te démarquer, par exemple, d'autres freelances qui sont comme toi? Comment tu te démarques Pour moi, je trouve ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir le premier entretien. Après, compte tenu de mon expérience, pour moi, ma démarche commerciale, c'est on m'appelle parce qu'on a un enjeu. Donc, la première demi-heure, mon premier échange avec mon client potentiel et le client me dit voilà mon enjeu, comment tu vas te prendre. Et si on a prévu 1 heure de réunion et je sors après 2h30 de réunion, normalement je peux me dire ok, ça on a eu des. Profiter. C'est bien pas dit.
On a bien discuté le sujet et après, normalement, ça se fait assez rapidement, mais ce qui est justement le plus difficile d'avoir ce premier entretien. Après, ce qui marche, c'est des témoignages euh, comment dire, souvent, on me demande des avis, mais souvent, un client potentiel me demande j'ai vu que tu as bossé avec cette société, qui est-ce que je peux appeler pour avoir un retour sur ta capacité à mener le projet que moi j'ai. Donc, c'est vraiment la recommandation de quelqu'un d'autre, mais qui souvent se passe par téléphone. Pardon. Qui se font par Ah oui, téléphone, c'est oui, pas ce que quelqu'un a écrit dans LinkedIn, une ouais, recommandation, c'est plus qui est une référence que je pourrais appeler. d'accord.